mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Bon, il est drôle, Ron Fournier. Moi, ces extraits sont toujours bons. Christian, la semaine passée, on s'est parlé de conférences. Oui. J'ai dit, t'es bien cornichon, toi, de pas en faire. Et finalement, j'ai décidé ni un d'en ni faire. deux. Allons-y. Bada bing, bada boum. Oui, et voilà. Donc, il reste des petits détails à finaliser. Mais la première conférence que je vais donner, la première, en fait, en 17 ans, parce que ça fait 17 ans que j'ai quitté un peu ce circuit-là des conférences. Comme le retour d'Elvis sur la scène. Tant qu'on ne me qualifiera pas du Georges Guettari de l'inexpliqué. Georges Guettari, là, je pense qu'il y a 4 auditeurs qui viennent de comprendre la référence. Mais non, mais tu comprends, c'était Oui. continuellement le retour de Georges Guettari. Charles Aznavour est en train de faire le coup. C'est là. ça un peu. Donc voilà, donc ma première conférence publique se tiendra le 11 février prochain. Et puisqu'on va jouer la carte mythe et complot un peu, j'ai décidé de la donner directement à l'intérieur de la base militaire de Longue-Pointe. C'est bon. Donc j'ai loué le mess des soldats et ce sera donc dans ce mess que j'invite les gens à venir me rencontrer, puis on va parler de différents sujets là, touchant le domaine du paranormal. Et ça, c'est en février, ça. C'est en février, donc le 11 février. Donc les gens qui sont intéressés de participer, d'assister à ça, déjà peuvent communiquer avec moi, mais comme je dis, il y a des petits détails à finaliser, puis quand j'aurai ces détails-là, je te les communiquerai, on les communiquera à nos auditeurs à ce moment-là. As-tu un invité spécial? As-tu quelqu'un qui descend du ciel pour nous parler? J'avais pensé à Raël, mais... Es-tu capable de scier Raël en deux? D'écarter des parties? Peut-être pas. Bon appétit. On entre dedans. Cette semaine, tu veux parler de quoi? Oui, en fait, j'ai plusieurs nouvelles, mais tu sais que la meilleure nouvelle, quand même, ne touche pas le domaine du surnaturel. Cette semaine, faut quand même que je le dise, la meilleure nouvelle, c'est Johnny Hallyday sera sur les plaines d'Abraham le 10 juillet. Ben oui, on a vu ça. Le 10 juillet 2012. Pauvre Johnny, il est tout décati. Oui, écoute, ça sera mon été. Il est frippé en désespoir. Sa mère l'a oublié dans la laveuse, hein, parce on l'appelle l'empereur du rock, mais je pense qu'il effectivement commence à se rapprocher de Napoléon, lui là. Écoute, mais ça sera quand même ça sera quand même mon été Johnny. Ben oui. J'ai déjà mes 2 billets pour le spectacle qu'il doit donner au Stade de France le 16 juin 2012. Et dès mon retour au Québec, à ce moment-là, je pourrais encore une fois assister à une performance du grand Johnny. Et en première partie, Dick Rivers. Avec sa moumoute. Amener les cannes et les chaises roulantes. Il arrive sur scène avec son fauteuil roulant, ça va être chic. Bon, voilà. OK. Revenons maintenant à nos thématiques d'aujourd'hui, effectivement. As-tu un petit peu de Johnny, Larry, pour... Ça, moi, je pense que c'est un extraterrestre. Mais tu sais, écoute, ça Johnny fait... Hallyday? 50 ans de carrière. C'est quoi son vrai nom, d'ailleurs? Jean-Philippe Smet. Tu sais d'ailleurs qu'au Québec, il y avait une femme qui faisait de la popote à la télévision dans les années 60, Françoise Gaudette-Smet, qui était parente avec Johnny. C'est vrai? Ben oui, elle avait épousé, je pense, l'oncle de Johnny. Imagine. Je vois Johnny et Françoise Gaudette-Smet. Et oui, ici Georges Lévy. Voici les popotes des assez. Bon, parle-moi donc de venir en Allemagne, Françoise Gaudette-Smet. Oui, Elle avait marié un jeune, ça se peut-tu? Qui ça? Madame Gaudette-Smet? Je sais pas, mais Johnny est marié avec une jeune. Ah, pas ça, c'est pas étonnant. Toutes des snoros. Comme toi, Benoît. On est tous pareils. C'est ça. Moi, on va te mettre de la musique d'en face, on va changer ça, cette chronique-là. On y va. Revenons à nos sujets de ce jour. Oui, donc, voilà, on a OVNI en Allemagne. C'est ma première nouvelle, en fait. C'est notre semaine nouvelle actualité. Tout ça. Et OVNI en Allemagne, tu sais qu'il y a quelques jours, le tribunal administratif de Berlin a statué, et ça en vertu de la loi d'accès à l'information, que le gouvernement allemand, le Bundestag, j'aime ça, c'est le Bundestag, ça devait de rendre accessible. C'est vrai que ça rend heureux. Il y a comme quelque chose dans ça, le Bundestag, ça devait de rendre accessible donc l'une de ses plus récentes études sur les OVNI. Oui. Une étude d'ailleurs qualifiée comme un estimé de la situation OVNI en Allemagne. Et cette étude a été réalisée par le Centre de services de recherche scientifique du Bundestag, un organisme étatique donc.
En fait, jusqu'à maintenant, c'est ça qui est amusant, c'est que jusqu'à maintenant, le gouvernement allemand avait refusé de rendre public ce document et il prétextait que ce document était une sorte d'initiative privée de son département de recherche scientifique et que par conséquent, comme ce n'était pas une commande directe du gouvernement, le document n'était pas donc la propriété du gouvernement. Et même dans sa défense, le gouvernement allemand allait même jusqu'à dire que de publier ce document-là était une sorte de violation de l'éthique intellectuelle des gens de sa recherche scientifique. Donc, c'était à peu près le débat qui avait cours, mais bon, le tribunal administratif de Berlin n'a pas cru trop à cette défense-là et a obligé le gouvernement donc allemand à rendre public cette fameuse étude qui devrait être publiée au cours de l'année 2012. Il faut quand même rappeler que depuis quelques années, les grands pays industrialisés, démocratiques, on parle des États-Unis, l'Angleterre, la France, se sont dotés de cette loi d'accès à l'information, loi qui permet aux citoyens de se procurer des documents administratifs auprès de l'administration. Et au cours des dernières années, beaucoup de ces gouvernements ont rendu public leurs fameuses archives sur les ovnis. On en a parlé à plusieurs reprises ici à l'émission. L'Allemagne, évidemment, refusait de rendre public ces dossiers. Et bien sûr, ce refus-là alimentait toutes sortes de rumeurs, de conspirations et de complots. Alors là, donc, on va voir ce que contiennent ces documents, que contient cette étude en particulier. Et inutile de dire que depuis cette annonce, les ufologues allemands jubilent. Donc, on verra à quoi ressemble ce document et que contient ce document. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas en Allemagne? Est-ce que... Oui, moi je pense l'Allemagne, dans les grandes plateformes européennes, l'Allemagne est un pays où on a enregistré un nombre important d'observations d'OVNI. Mais comme c'est un pays où l'information circule mal, on avait toujours de la difficulté à obtenir des documents administratifs et donc il a fallu avoir recours aux tribunaux pour l'obtenir. Et c'est vrai qu'il existe toutes sortes de rumeurs également voulant que l'histoire des OVNI serait peut-être née en quelque sorte en Allemagne parce qu'il existe une rumeur, ce n'est pas confirmé, je le dis bien, mais il existe une rumeur voulant que déjà durant la Deuxième Guerre mondiale, des groupes d'ingénieurs allemands travaillant sous le Troisième Reich auraient développé des armes secrètes ayant des sortes d'engins volants en forme de disque et certaines de ces objets, de ces mécaniques auraient été récupérées après la chute du Troisième Reich, autant du côté des Soviétiques que du côté des Américains et qui auraient éventuellement, on sait à tout le moins que la technologie allemande récupérée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a quand même permis de mettre des hommes sur la Lune. Donc, il est possible, effectivement, que des prototypes de ce genre-là, donc disques volants, aient été développés. On sait que nous, le Canada, faut quand même le dire, on en a développé un prototype en forme de disque. C'était dans les années 60. La compagnie Avro Canada avait construit une soucoupe volante. Oui. Je vois ton scepticisme et il est justifié. C'était un engin en forme de disque avec une énorme turbine au centre qui faisait un bruit infernal. On a engouffré des millions de dollars dans le développement de ça. Et crois-le ou non, les performances de cet engin ont été exceptionnellement décevantes. L'objet s'est élevé à peu près à 1 mètre au-dessus du tarmac. Il faisait un bruit épouvantable, avait de la difficulté à franchir un simple ruisseau, tant et si bien que le projet, la fameuse soucoupe AVZ9V, a été abandonné pour le bien-être sur bas des pilotes. Hein, pour construire des véhicules, nous autres. Non, en fait, l'idée de construire la soucoupe volante était moins bon. Laissons ça au petit bonhomme vert. D'accord. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Christian Page est avec nous. Christian, là, il y a les ovnis en Allemagne. On va en savoir plus en 2012. Oui. Quoi d'autre on va savoir en 2012? Que j'aime le lien. 2012. Merci beaucoup. Effectivement, on comprend, tout le monde, j'imagine, on fait la relation 2012, cette fameuse date qui revient là, périodiquement dans Internet, tout ça, avec des annonces apocalyptiques, que dis-je. Il y a quelques jours, l'Institut d'archéologie et d'anthropologie de Mexico a annoncé qu'une nouvelle inscription faisant référence à une fin quelconque, entre guillemets, courant 2012, donc une inscription faisant référence à cela, a été découverte à Comalcalco, un ancien centre religieux maya. Oh. Donc, la dite inscription, parlons-en, la dite inscription a été découverte sur une pierre formant l'assemblage de la pyramide à étage du site archéologique et elle évoque, effectivement, comme l'annoncent les amateurs d'Apocalypse, la fin d'un cycle pour 2012. En rappelant que toute cette histoire d'Apocalypse maya de 2012 découle d'une inscription découverte il y a quelques années sur le site archéologique de
Tortuguero. C'est des noms incroyables. Surveille donc, ton le langage. Tortuguero, Oui. qui n'est d'ailleurs pas très loin, d'ailleurs, du site de Comacalco, là où on a trouvé la dernière inscription. C'est là qu'il y a des chupacabras? Ouais, les chupacabras ont déserté l'endroit. Ils sont rendus dans le sud des États-Unis maintenant. Ben oui, hein? Texas. OK, on s'en parle. Ouais. Donc, c'était la découverte d'une pierre dans ce site archéologique qui faisait référence à cette fin d'un cycle en 2012 qui a déclenché cet engouement pour cette vision apocalyptique maya. Et là, donc, le musée d'anthropologie et d'archéologie de Mexico nous annonce qu'on a découvert une deuxième pierre, une deuxième inscription faisant cette référence. Écoute, il faut que je change de voiture en 2012. Là, je vais sûrement avoir, une nouvelle voiture. Je peux-tu en profiter un peu? Ouais, mais tu sais que cette histoire de 2012 a été un peu assaisonnée à toutes les sauces, reprise, et elle a donné lieu à un véritable commerce. Hein. Il suffit de rentrer en librairie et de consulter les rayons sur l'ésotérisme et l'occultisme pour voir la quantité d'ouvrages qui ont été consacrés à ça, sans compter les documentaires, pseudo-documentaires, devrais-je dire, qui ont été consacrés à cette question-là. Mais rappelons que pour les archéologues spécialisés dans la culture précolombienne, cette histoire de fin de 2012 n'est pas celle que l'on imagine. Hein. En fait, cette vision apocalyptique que l'on a de 2012, c'est-à-dire on nous dit c'est la fin d'un temps, immédiatement on imagine la fin avec des langues de feu, le feu du ciel, etc. Cette vision très apocalyptique est très occidentale, en fait. Elle nous vient sans aucun doute de notre relation avec la Bible, hein, l'Armageddon, le combat final, etc. Et assez divertissante quand même. Oh, c'est bien. Mais dans les faits, les Mayas n'ont pas cette vision-là. Pour les Mayas, il faut quand même rappeler que les Mayas utilisaient plusieurs calendriers. L'un de ces calendriers est un calendrier d'à peu près 5000 ans, et c'est la fin de ce calendrier donc qui va se produire en décembre 2012. Et cette fin de calendrier ne fait qu'annoncer le retour d'une divinité maya et le retour, une sorte de mise à zéro des compteurs. Pour les Mayas, il n'y a pas cette vision apocalyptique. En fait, c'est le retour des dieux, comme nous, le mois de décembre, par exemple, annonce la fin d'une année. Et le retour du Père Noël et de sa grosse poche sur le dos. C'est ça. D'accord. Donc voilà, pour 2012, c'est ça. Donc une deuxième inscription, mais si ça ne fait que confirmer cette vision. Mais l'inscription dit quoi? Dit que c'est la fin du monde? Non, c'est la fin d'un temps, c'est la fin d'un cycle et le retour d'une divinité ou des divinités mayas, celles qui ont créé le monde selon le panthéon mais maya. Qui n'ont pas survécu. Mais qui n'ont pas survécu des Espagnols, effectivement. Tant mieux. Donc, c'est cette vision-là. C'est une vision très cyclique. On arrive à la fin d'une période, la fin d'un calendrier. C'est vraiment nous, les Occidentaux, qui interprétons ça comme étant une vision apocalyptique. Cette planète Kepler 22b. Ben oui, parce que... Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui est arrivé à 22a? Ah, 22a, elle est inintéressante. Ah. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. D'accord. Donc, si la fin du monde arrive en 2012, au moins on aura quelque part pour aller s'abriter. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, des astronomes qui travaillent avec le télescope Kepler, rappelons pour les auditeurs, qui a été mis en orbite par la navette spatiale le 7 mars 2009 et qui a été conçu spécialement pour détecter des exoplanètes, donc des planètes situées en dehors de notre propre système solaire. Et comment fonctionne Kepler, en fait? C'est qu'il détecte lorsqu'une planète passe devant son Soleil, ça crée une variation dans la luminosité de l'étoile et Kepler est capable d'enregistrer les fluctuations infinitésimales de cette lumière-là. Et c'est comme ça qu'on détecte des exoplanètes. Donc, la semaine dernière, ces astronomes ont annoncé qu'ils avaient découvert une planète qu'ils ont identifiée formellement comme gravitant dans la zone viable de son étoile. Ce que je veux dire par là, c'est que Kepler, et cette planète s'appelle Kepler 22b, hein, elle est située en fait à 600 années-lumière de la Terre, ce qui veut dire que la lumière met 600 ans à s'y rendre. Donc, c'est une petite traite. C'est un loin. C'est un peu loin. C'est loin de Plattsburgh. Hein? Oui. C'est sûr que si, comme on l'a annoncé un peu plus tôt dans l'émission, si t'es une minoune qui est vieille de 10 ans, elle fera peut-être pas. Non, mais avec la fin du monde en décembre 2012, ça devient pas une alternative. On peut pas embarquer dans un cargo. Non, pour se rendre là-bas. Donc, non. En fait, cette planète est située à 600 années-lumière de la Terre. Elle met environ 290 jours à faire le tour
autour de son étoile qui s'appelle Kepler 22. Ça ressemble à nous autres. Oui. 365. Et sa température moyenne, d'après les experts, est de 22 degrés centigrades. Parfait. Donc ça, c'est une belle température. Hein? Excellent. Rappelons que pour les San Francisco. Ouais, rappelons que pour les exobiologistes, pour que la vie puisse se développer, la vie telle qu'on la connaît, la vie organique, il faut qu'une planète gravite autour d'une étoile et que sa température à la surface permette d'avoir de l'eau à l'état liquide. Or, l'eau, on le sait, gèle à 0 et bout à 100 degrés. Donc, 22 degrés, on est parfait. Ben oui. C'est la bonne température pour avoir ce bouillon de culture qui permettrait de développer des formes de vie. Donc, c'est une bonne planète qui ressemble à la Terre. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que cette planète est composée de roches ou de gaz? Ça reste encore à déterminer. Et en supposant qu'elle est faite de roches, elle pourrait effectivement ressembler à la Terre, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie sur cette planète au moment où on se parle. Parce que ce qui est intéressant, moi je suis toujours très fasciné quand je lis des nouvelles comme celle-là, parce que tu te rends compte, on a mis en orbite des équipements qui nous permettent de voir d'autres mondes. Ça, c'est quand même fascinant quand on y pense. Ouais. Et quand on parle, par exemple, de cette planète, ce que l'on sait, c'est de toute cette découverte, depuis les bons extraordinaires de l'astronomie au cours des dernières années, on ne savait pas autrefois, il y a 20 ou 30 ans, on ignorait si des étoiles avec des planètes autour étaient la règle ou si c'était une exception, comme notre système. Maintenant, on sait que c'est plutôt une règle. La plupart des étoiles ont des planètes qui gravitent autour. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que la vie apparaît spontanément ou si aisément sur d'autres planètes? Ça reste encore à déterminer parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul exemple. Et c'est le nôtre. C'est le nôtre, oui. Voilà. Il n'y en a pas eu d'autres, hein? Non. En passant? Donc, en fait, au moment où on se parle, on est à peu près à 2000 exoplanètes qu'on a observées. Il y en a une cinquantaine de ces planètes qui sont de type tellurique, qui ressemblent à la Terre. Jusqu'à maintenant, on croit avoir répertorié 3 planètes, exoplanètes en fait, qui seraient dans des zones habitables, mais celle-là, Kepler 22b, est la seule jusqu'à maintenant qui a été formellement identifiée comme étant dans cette fameuse zone habitable. Très bien. Reste là, Christian Page, on revient après la pause. Pour réentendre les entrevues de Benoît Dutrisac, 98.5fm.ca. Mythes et complots avec Christian Page. Alors, Christian, là, tu veux nous parler du diable de Tasmanie dans Bugs Bunny. Non, pas du tout. Non? Le tigre de Tasmanie, de son vrai nom, le thylacine. As-tu déjà entendu parler du thylacine? Le thylacine, non. Le thylacine, en fait, écoute, je sais que tu es un grand fan du Chupacabra, là. Oui. Le thylacine, c'est une sorte de... J'en donnais un à mes enfants à Noël. Ouais. Ah, c'est difficile à trouver, hein. Tu trouveras pas ça dans c'est de le mettre dans la boîte puis l'emballer qui est dur. Tu trouveras pas ça au pet shop du coin, crois-moi. OK. Donc, le thylacine. Essaie de t'imaginer un animal qui est une sorte, qui est à la fois mi-loup, mi-tigre et mi-kangourou. Tu vois un peu le tableau. En fait, le thylacine était un animal qui vivait sur le continent australien, en fait, surtout dans le sud de l'Australie, sur l'île voisine de Tasmanie, qui était un marsupial, donc de la famille des kangourous, avec sa petite poche là, sur le ventre. Mais vu de l'extérieur, c'est un animal qui ressemblait à un chien avec des rainures sur le dos, là, comme un tigre. Donc, on lui a donné plusieurs noms en fonction de son aspect, tigre de Tasmanie ou loup de Tasmanie. Et cet animal est mort, le dernier spécimen connu, est mort dans les années 30, donc dans les années 1930, dans un zoo de Hobart, en Australie. Donc, et heureusement pour nous, il existe de très beaux films d'archives où on voit l'animal en cage, malheureusement en cage, et non pas dans son habitat naturel, mais au moins, c'est un souvenir que l'on garde de cet animal-là. Donc, malheureusement, ce tigre de Tasmanie, ce thylacine, a été en fait la victime d'une bêtise énorme et donc dans les années, à la fin du 19e, début du 20e siècle, les gens, les fermiers de l'Australie ont accusé le thylacine de s'en prendre aux cheptels et aux cheptels en particulier des moutons. Tu sais qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, on élève beaucoup de moutons. Ouais. Et à ce moment-là, le gouvernement australien a encouragé la chasse au thylacine. Tant et si bien qu'on remettait d'ailleurs une prime à chaque tête de pipe là, qui était abattue. Et finalement, on a chassé l'espèce jusqu'à son extinction. Et ce qui est assez étonnant, c'est que encore aujourd'hui, cet animal, on l'appelle d'ailleurs Lazarus, c'est un animal que malgré qu'il soit disparu, on continue sporadiquement d'enregistrer des témoignages de gens qui affirment avoir vu quelques spécimens vivants en forêt, mais encore, ça reste à démontrer. Tu sais qu'on a eu un animal semblable ici au Québec, le cougar. Pendant de nombreuses années, on disait que le cougar avait disparu, et maintenant, il est bien établi qu'il existe encore quelques spécimens, quelques petites familles qui vivent en forêt, notamment en Estrie. Donc,
pour les amateurs de zoologie, on appelle ces types d'animaux que l'on croit disparus, qui ne sont peut-être pas tout à fait les animaux des Lazare ou Lazarus, en mémoire du cousin de Jésus qu'on a ressuscité. Mais quoi, on croyait que le tigre de Tasmanie, ou le loup de Tasmanie, ou le thylacine, appelle ça comme ça, c'était un maudit bébête-là, était particulièrement féroce? Oui, et c'est ce que l'on croyait. Mais tu vois, maintenant, une nouvelle étude à partir du crâne de l'animal, on a pu digitaliser, faire des modèles mécaniques. On s'est rendu compte finalement que cet animal, peut-être qu'il a pu s'en prendre à des poules dans des poulaillers, mais cet animal-là n'était pas conçu, son ossature, la force de ses mâchoires n'était pas suffisante pour qu'il s'en prenne à des moutons et encore moins à des gros animaux comme des bœufs ou des vaches. En fait, si les fermiers australiens étaient victimes ou en tout cas trouvaient certains de leurs animaux égorgés, exsangués, ils auraient dû se retourner plutôt vers les dingos, ces sortes de chiens sauvages australiens, plutôt que se tourner vers le thylacine. Tant et si bien, tout ça pour dire que le thylacine a peut-être finalement été chassé jusqu'à l'extinction, et ça sur des mauvaises raisons, parce que cet animal-là n'était certainement pas le carnassier qu'on imaginait. Il devait être laid. Ouais, c'est un animal qui inquiétait par son aspect, c'est un animal qui était assez inquiétant, et c'est peut-être pour ça, pour ses préjugés, que l'animal a été chassé jusqu'à l'extinction. Et comme une bêtise ne vient jamais seule, il faut quand même dire que le dernier spécimen vivant, qui s'appelait Benjamin, crois-le ou non, qui était de santé fragile, celui qu'on voit d'ailleurs sur les films d'archives, était de santé fragile, et il est mort parce que son gardien, un soir de grand froid, a oublié de le rentrer dans sa cage à la chaleur, et le lendemain matin, il a trouvé Benjamin recroquevillé dans un coin, et c'est ainsi que la disparition du thylacine s'est produite. Ouais, pas fort ça. Non, c'est pas bravo. On peut bravo. Ouais. Le Yéti russe. Ah oui, bon, je me suis dit. Ça va être fort aussi. Ouais, ça c'est bon, ça. Ouais, écoute, tu sais, il y a quelques semaines, j'avais annoncé ici en ondes, en fait, je m'étais fait l'écho d'une nouvelle qui était parue dans la presse russe, reproduite et reprise, en fait, sur tous les téléx du monde entier, selon lesquelles les autorités, en fait, du Komarovo, une région de la Sibérie orientale, ces gens-là avaient annoncé qu'ils avaient démontré à 95% l'existence du Yéti russe, qu'on appelle également l'Almasty, et ce en s'appuyant sur des empreintes de pas qui avaient été découvertes dans une caverne ou encore sur des échantillons de poils qu'ils avaient découverts. Et tout ça, a été annoncé, comme je l'ai mentionné, par les autorités du Komarovo, et ces échantillons ou ces preuves avaient été colligés par une équipe qui avait été sponsorisée, en fait des chercheurs qui avaient été sponsorisés par les autorités locales. Et là, voilà qu'il note, et là, évidemment, tout le monde s'est fait un peu l'écho de ça. Wow, le Yéti russe a peut-être enfin été prouvé. Mais là, arrive une note discordante parce que, la semaine dernière, un chercheur américain, un type qui s'appelle Jeff Meldrum, et Meldrum est attaché à l'université de l'Idaho. Je le connais personnellement. C'est un individu qui est un primatologue qui s'intéresse beaucoup à ces phénomènes de Sasquatch, Yéti, Bigfoot, dont ces grandes bébites à poils. Et Meldrum a une approche très critique de ça. C'est-à-dire qu'il ne dit pas oui, ça existe. Quoi qu'il il y a une tendance à favoriser l'existence de l'animal, mais en s'appuyant sur des évidences physiques. Il a enquêté sur des centaines, des milliers de moulages d'empreintes, sur des échantillons de poils, et il accepte la possibilité qu'un hominidé inconnu, non répertorié par la science, puisse exister. Donc évidemment, quand on est un individu comme lui qui s'intéresse à cette question-là depuis des décennies, lorsqu'il a entendu parler de cette histoire de groupe sponsorisé en Russie pour traquer le Yéti, il s'est rendu sur place pour porter main forte à l'équipe là-bas, parce que je voudrais pas dire que les Russes sont parfois un peu en retrait, mais pour les informer, pour pas qu'on fasse trop la queue, là. C'est bon. Et finalement, ce qu'il a découvert sur place, c'est qu'il y avait des anomalies, en fait, des choses qui l'agaçaient un peu. Par exemple, il a voulu visiter cette fameuse caverne où on avait trouvé des empreintes, tout ça. Ouais. Et là, des gardes lui ont empêché de se rendre sur les lieux. Ensuite, en fouillant dans les documents, tout ça, il a appris que les empreintes qui avaient été trouvées étaient toutes des empreintes du pied droit, toutes identiques. Essaie, Benoît, de faire 2 empreintes identiques, toi, en marchant dans le sable. Moi, j'ai 2 pieds gauches quand on me demande de danser, là, mais 2 pieds droits, c'est plus rare. Et toutes ces empreintes-là allaient dans la caverne, étaient donc dirigées, orientées comme si elles entraient dans la caverne, mais aucune des empreintes trouvées n'était orientée comme si la créature en sortait. Ah, OK.
Donc, faut croire que la boue est plus molle à l'aller qu'au retour. Et ensuite, lorsqu'il a demandé dans quelles circonstances les fameux échantillons de poils avaient été trouvés, colligés, analysés, là encore, on s'est retrouvé un peu dans le flou. Et tant et si bien que Jeff Meldrum, de retour aux États-Unis, a voulu sonner l'alarme en disant, écoutez, cette histoire-là, on ne dit pas que les autorités du Komorovo ont menti, on ne dit pas qu'il y a fraude derrière ça, mais tant et aussi longtemps que ces questions-là n'auront pas été clairement répondues, il faut mettre absolument un bémol sur cette histoire de Yeti. D'autant plus que Meldrum va plus loin, accusant même les autorités de peut-être avoir voulu mousser la publicité de la région, mousser l'industrie touristique locale. Quoique moi, j'avoue que cet argument-là m'étonne toujours un peu, parce que bon, si... Mais là, Yeti, là, il doit avoir 122 ans, là, si on le trouve. Évidemment, il est pas tout seul, là. Il y a Madame Yeti, il y a les petits enfants Yeti, et tout le monde se multiplie comme ça. Okay, mais tu sais que si c'est pour mousser la publicité du Komorovo, mousser l'industrie touristique du Komorovo, c'est vrai que c'est pas la première destination qui nous vient à l'idée lorsqu'on parle de station balnéaire, mais je pense que les autorités auraient été plus gagnantes en ouvrant un bar de danseuses. Ah, bravo. Très bonne fin. Merci, Christian Page. Sacramouille. On fait ça demain midi. Au revoir.